27 ans, ça fait 27 ans que l'un des meilleurs mangas de l'histoire a été créé. À la hauteur de ses milliers de chapitres et ses milliers d'épisodes, nous avons eu l'occasion de découvrir une ribambelle de personnages, plus ou moins importants. Mais pour beaucoup, vous avez complètement oublié que sont-ils devenus? Où sont-ils? Que font-ils? Sont-ils encore vivants? Eh bien, cette vidéo va venir répondre à toutes vos questions. Que devient Kuro? Qu'en est-il de Bankley? Qu'en est-il de l'aventure des nerfs? Qu'est devenu ce bon vieux Katakuri? Et bien plus. Les personnages secondaires les plus emblématiques de l'œuvre auront de nouveau droit à leurs heures de gloire. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater une miette des persos les plus emblématiques des derniers arcs. Alors avant que jette l'encre sur le royaume de Lulusia, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne pour vous aussi rejoindre le royaume. Ça nous donne énormément de force pour continuer les vidéos. Merci, c'est parti. On vous ramène au tout début de l'œuvre, Romance Down, un arc qui va venir créer beaucoup de construction de ce futur univers gorgé de mystères. Et durant cette intro, un antagoniste que vous aviez, je pense, bien effacé de votre mémoire, le capitaine Morgan. Alors bien que nous l'ayons vu moins de 10 chapitres dans l'œuvre, il avait bien démontré le déchet qu'il était. Dictateur narcissique et arrogant, il ne pouvait que se faire respecter par la terreur. Le personnage a servi à montrer dès le début la nuance de la marine avec certains membres qu'elle contient. Et ce personnage rentre très bien dans cette catégorie. L'auteur n'a pas lâché le personnage, puisqu'on aura de nouveau l'occasion de le revoir dans l'aventure, en tant qu'antagoniste dans l'arc d'entraînement de Kobe et Hermep. Une petite chose qui fait plaisir, c'est qu'on pourra voir sa réaction en cellule face à la nouvelle prime de Luffy, une chose que la Toei a pris la liberté d'ajouter, et qui rajoute encore plus de réaction face à la première prime de Luffy. Concernant la mini-aventure, on verra qu'il a été condamné à être jugé pour ses actes sur Shelltown. Et c'est de par cet événement qu'on va le voir de nouveau, puisque Garp sera en charge de l'amener devant le tribunal. Sauf que ça va complètement partir en vrille. Morgan va charcuter Garp parce que le frérot était en strict de 5 jours sans dormir pour battre un record de bouffe. Les coups de Morgan qui au final n'auront rien fait à Garp puisqu'il dormait et reste très résistant. Prisonnier du bateau, Morgan va profiter pour prendre un otage, son propre enfant, et se casser sur un bateau pour fuir. Kobe se jettera à l'eau pour sauver son ami, mais Morgan finira par jeter les deux gamins à l'eau et partira tout seul sur sa barque. On aura donc l'occasion de l'apercevoir de nouveau dans l'arc Alabasta, toujours en couverture de chapitre en train de chiller sur son bateau. Depuis, plus aucune info. Peut-être qu'il est toujours en train de voguer indéfiniment sur les mers, peut-être qu'il a enfin trouvé un endroit où s'épanouir, là où il pourrait être vraiment valorisé. Passons sur Orange Town. L'arc où ne sera introduit des personnages très importants tels que Baggy ou évidemment Nami avec sa première rencontre avec Luffy. Mais un à l'époque nous avait tous marqué avec son histoire tragique dans cet arc. Chouchou, ce chien avait une histoire anormalement trop triste. Oda était là pour abattre à l'époque. Il avait durant toute sa vie un maître qui avait son animalerie, et ce même maître est un jour tombé malade et donna l'ordre à son fidèle animal de veiller sur son magasin. Malheureusement, ce sera la dernière interaction entre les deux, mais malgré tout, Chouchou restera stoïque et protégera à ses risques et périls la propriété de son maître, un chien avec une loyauté sans limite. Après tout cela et sa rencontre avec Luffy, Chouchou réapparaîtra quelques fois et même très récemment. Déjà, il a participé à faire dégager l'équipage de Baggy avec les villageois après que le groupe de Luffy soit parti, mais on le verra aussi après l'ellipse tout beau, tout frais avec un nœud papillon sur le cou, mais surtout une nouvelle ville derrière lui, le nouveau Orange Town, avec un magasin nommé à son nom en hommage à son maître. Et en plus de cela, une fontaine mettant en avant la statue du gardien protecteur de la ville, un chien qui restera gravé dans l'histoire, qui au chapitre 1114, durant le message de Vegapunk, sera aux côtés du maire en train d'écouter le message tout en dégustant de délicieuses croquettes. Revenons sur un antagoniste et observons le cas de Kuro, adversaire principal de l'arc Syrup, l'arc d'Usopp. C'était un méticuleux planificateur qui n'hésitait pas à manipuler, charcuter et même tuer ses propres alliés, ce qui lui a valu de base une sale réputation sur East Blue. Alors après avoir affronté Luffy et s'être pris un coup de tête à Zidane Coupe du Monde 2006, le frérot est reparti bredouille sur la fortune de Kaya. Déjà, faut savoir qu'Oda n'a pas oublié ce personnage, il le dessine toujours, par exemple récemment dans les pages de couverture, parce que ça reste un personnage très populaire parmi la communauté. Et je pense que c'est pour cela que la Toei n'a pas hésité à créer des éléments supplémentaires au manga, pour nous montrer ce que cet homme est devenu. Par exemple sur Lockdown, dans le même épisode où nous avons revu Morgan. C'est la réaction originale de Kuro auquel on aura le droit pour la prime de Luffy, avec un air pensif et surtout, de ce qu'on comprend, il a repris la mer et d'ailleurs bien plus tard dans cet épisode, on nous montre indirectement via sa prime barrée dans le bureau de Full Body qu'il n'est pas considéré comme vivant. Sa prime est désormais plus active, alors il est sûrement en train de profiter de sa nouvelle liberté sur son bateau. Django,
Dans le même arc que Kuro, nous avons rencontré un hypnotiseur dangereux, mais très bête par moments. Et cet homme, contrairement à son capitaine, a eu le droit à un développement complet de son histoire après l'arc d'Usopp. Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, Django est devenu un marine. Oui, t'as bien entendu. Alors évidemment, on va vous expliquer comment il en est arrivé à passer de pirate à marine. En fait, faut savoir que Django a certes ses capacités hyper cheatées, mais il a un gros point faible, les femmes. Après avoir raté le départ de son équipage après la défaite de Kuro, le frérot est rentré dans une compète de danse en se déguisant pour pas se faire repérer. Et en fait, le problème c'est qu'il a croisé Full Body, le marine qu'on avait aussi croisé à Baratie. Et grâce à son déguisement et ses compétences en danse, discutables, il ne se fait pas cramer, devient pote avec lui. Mais quelqu'un attaque la ville où il réside, et face au danger de voir une femme se faire attaquer, Django la sauve et se fait cramer, chopé par tout un groupe de marines. Django se voit contraint de se faire emprisonner et jugé pour ses actes sur le bateau de Kuro, mais finit par être acquitté. Les deux amis se quittent et Django veut hypnotiser son nouvel ami pour lui faire tout oublier. Et c'est là que Ina arrive et interrompt son hypnose. Les deux tombent fous amoureux d'elle et rejoignent son escouade. Étant donné que c'est maintenant des marines, on va voir Django plusieurs fois dans l'œuvre, à nouveau, toujours sur le bateau de Ina. Quand les Mugiwara s'échappent de la poursuite de la marine sur Alabasta, de le voir se préparer à la bataille de Marineford, de crier comme un fou quand il verra le bordel qu'a créé Barbe Blanche avec son fruit, c'est-à-dire deux tsunamis gigantesques, donc ouais, je le comprends un petit peu, et enfin s'exclamer de l'arrivée de Luffy sur son équipage. Et puis, après l'ellipse, ce sera de nouveau Django qui sera présent pour escorter Vivi vers la rêverie. D'ailleurs, il est passé après 2 ans lieutenant-commandant, ce qui explique pourquoi on le voit aussi présent lors de la discussion de Garp à propos des Rocks pendant la rêverie. Franchement, on trouve ça vraiment dommage que la Toei n'ait jamais adapté cette mini-aventure, et même pour les autres par la suite, parce que ça reste du matériel original par l'auteur, auquel il n'a pas eu le temps de développer complètement, et la Toei préfère créer des fillers, alors qu'on a ce genre d'histoires cool et d'autres encore plus intéressantes qui existent. Bref, on se reconcentre sur ce qui vous intéresse. Est-ce que vous vous rappelez des seuls chasseurs de primes qui ont été importants dans l'œuvre hormis Zoro? Eh ben, c'est ses anciens amis, tout simplement. Johnny et Yosaku, deux sabreurs un peu fous qui étaient par moments peureux, par moments dotés de bravoure pour leur ancien frère d'armes, Zoro. Et, je sais pas vous, mais moi, j'avais complètement oublié comment ils étaient sortis du groupe des Mugi. Alors je pense que ça mérite de vous rafraîchir la mémoire aussi. Trouvés par hasard par un tir de canon de Usopp, les deux vont intégrer le groupe pendant un petit moment. Ils vont sauver Zoro au Baratie et chasser Nami après son vol du navire. On aura l'occasion de les voir participer un petit peu à la bataille face à Arlong, puisque d'un croisement de sabres stylés, ils empêcheront les villageois d'intervenir. Et après tous les événements d'Arlong Park, eh bien ils ont tout simplement décidé de remercier l'équipage et de reprendre leur vie de chasseurs de primes. Mais apparemment, ça a pas trop réussi de ce que nous confirme le databook Blue Deep. Donc les frérots sont devenus pêcheurs sur l'île de Kokayoshi. Parmi la communauté, il y a une aventure non montrée dans l'anime qui est essentielle pour n'importe quel fan de One Piece. C'est celle de Enner, le dieu et antagoniste de l'arc Skypiea. Pendant tout cet arc, le personnage nous dévoile la volonté complètement irréaliste de se rendre sur la lune, avec son arche Maxime, chose qui paraît irréalisable. De plus, si on ajoute le fait que Luffy a très souvent tendance à ne pas tuer ses adversaires, mais comme le dit l'auteur, à plutôt détruire les ambitions de ses adversaires quand il les bat. Alors quelle fut notre surprise quand on voit que cet homme, juste après s'être remis de sa défaite, est bien monté sur la lune. Il a fait la rencontre d'une nouvelle terre, une verse, à perte de vue, qui était autrefois peuplée de peuples ailés. Mais à sa découverte, il a surtout compris qu'il avait un royaume où il était parfaitement adapté là-bas. Puisque en sauvant indirectement un automate, puis plusieurs autres, puis en battant des pirates de l'espace, Enner va faire la découverte d'une cité souterraine cachée de tous. Des lieux qui ne fonctionnent que grâce à une énergie, l'électricité, qui fait indirectement de lui le nouveau roi des automates, le nouveau dieu de la lune. Mais cette mini-aventure n'est pas que là pour nous montrer l'immensité du monde de One Piece. Elle vient aussi nous en apprendre sur son passé, via des fresques peinturales, comment les peuples ailés sont descendus sur Terre, des représentations de Poséidon, d'Uranus et même de Pluton y apparaissent, encore incompréhensibles à nos yeux. La Lune possédait auparavant, tout comme le royaume du siècle oublié, une technologie avancée. Ces fresques nous montrent bien que ces secrets devront un jour être découverts par l'équipage via un voyage sur la Lune, ou alors faudra qu'un jour Enner vienne nous les dévoiler en retournant sur la mer Bleue, d'où la théorie très connue qu'il redescendra un jour pour foutre le bordel. Il y a aussi des personnages qui, comme ça, d'un coup, se sont mis en couple, sans prévenir. Je pense à Gaemon, le mec enfermé dans son coffre qui avait été proposé par Luffy pour rejoindre son équipage. Eh bien, Oda, il a dessiné sa rencontre avec son âme sœur, où ils ont l'air de vivre très joyeusement sur leur île, même sans avoir accès à la technologie. Et de l'autre côté, t'as Miss Monday et Mr. Nine,
qui sont devenus un couple aussi. Ils sont même parents maintenant. C'était ces fameux personnages qu'on avait rencontrés. Pour un dans le ventre de Laboon et pour l'autre qui a essayé d'atteindre la vie de Zoro. Mais ça avait très mal fini pour elle. Elle s'était fait calmer salement. En parlant de membres du Baroque Works, il y en a une qui a eu de la chance de se développer énormément. C'est Miss Golden Week. Une antagoniste majeure de l'arc Little Garden qui était limite intouchable avec ses peintures et ses petits gâteaux. Limite on aurait dit la fille de Sengoku. Bref, et bien cette petite dame, c'est elle qui après Little Garden est partie libérer tout le petit groupe du Baroque Works en prison. Parce que ouais, vous avez jamais trouvé ça bizarre qu'il y ait que quelques membres du Baroque Works à Impel Down? Eh bien c'était parce qu'ils étaient tous dans une autre prison auparavant. Après avoir appris la défaite de Crocodile, Miss Golden Week, Mr. Five et Miss Valentine vont partir à la recherche de leur boss à dos d'un dinosaure préhistorique. Ça va finir par atterrir dans une ville où Ina était présente. Forcément ça va finir en fight entre tout le monde, mais indirectement c'est ce qui va permettre à les introduire vers les anciens membres du groupe et à les libérer. Ainsi, Miss Golden Week a formé le nouveau Baroque Works, le New Spider Café. Mais Crocodile, Das Bonez, Mr. Sweet et Wonkle décident de tous rester. Ils seront ensuite relocalisés à Impel Down. Donc ouais, c'est pour ça que seulement ces 4-là étaient seulement à Impel Down. Ils se sont tout simplement séparés de leur groupe. En évoquant Impel Down, cela nous ramène aux 2 dirigeants de cette prison, Hannibal et Magellan. D'un côté, un qui avait tenu tête aux prisonniers comme il le pouvait, et de l'autre, celui qui a fait fuir d'urgence tous les prisonniers au vu de sa dangerosité mortelle. À l'époque, c'était rien, mais aujourd'hui ça fait bizarre de savoir que Magellan a fait fuir 2 futurs empereurs, un commandant révolutionnaire et plusieurs grands corsaires hyper renommés. C'était juste trop pour eux. Alors, faut savoir qu'après les événements bourbiers qu'a déclenché Luffy dans la prison, l'affrontement de Hannibal face à Luffy puis face à Teach, la fuite d'énormément de prisonniers, dont tous les fous du niveau 6, 2 ans plus tard, on a découvert grâce aux pages de couverture un Magellan qui s'est vu rétrogradé de son poste et Hannibal qui a pris pas mal de kilos, promu au rôle de directeur de la prison, le rêve qu'il a toujours voulu réaliser. Pour Magellan, on a le plaisir de le revoir aux côtés de Doflamingo durant le message de Vegapunk, questionnant la montée des eaux et le futur de Impel Down. D'ailleurs, si vous avez tous vu la fin de Impel Down comme nous, un personnage était présumé mort, et il y avait pourtant même pas débat. C'est Wonkle, le GOAT, le faux frère de Luffy, le mec qui l'a sauvé de nombreuses fois et surtout durant Impel Down où à la fin, pour le bien du groupe, il s'était sacrifié pour ouvrir les portes au bateau des évadés grâce aux capacités d'imitation de son fruit du démon. Et l'auteur nous avait laissé sur un cliffhanger entre un affrontement Wonkle-Magellan et on s'imaginait être mortel au vu de la réaction de tout le monde mais aussi de par l'affront énorme qu'avait osé faire Wonkle. Et ben dites-vous, Oda n'a pas voulu le faire mourir puisque 2 ans plus tard, on remarque que Wonkle a succédé à Ivankov et a pris le contrôle du niveau 5.5, le niveau secret de Impel Down caché de toute menottes et de caméras. Alors, libre à vous d'imaginer quelle pirouette scénaristique a permis à Wonkle de rester en vie, mais sachez que le frérot peut toujours revenir dans l'histoire. Et tout ça nous amène à vous faire part de caméos de personnages importants des différents arcs précédents, qui ont réapparu plus ou moins récemment et qui ont seulement fait un caméo, mais au moins ça nous permet de savoir ce qu'ils deviennent. Déjà la clique de Skypiea, Connie et Wiper. Connie, celle qui avait participé avec son père à introduire l'équipage aux îles Célestes et surtout à nous expliquer la menace qu'était le dieu Ener avec son électricité. Aujourd'hui, elle devient quoi? Elle a changé de coupe et surtout créé un café qui a l'air de faire fureur au-delà du ciel. Et de l'autre côté, le fervent combattant du groupe des Shandia, Wiper, qui avait une grosse importance dans la bataille face au gardien d'Ener et face à ce dieu lui-même, où malheureusement il sera incapable de l'achever pour de bon. Il se fera comme un grand nombre des adversaires d'Ener foudroyés. Alors on a revu Wiper après l'ellipse, qui lui aussi a bien changé. Déjà en statut, il fait maintenant partie de la garde divine avec un tout nouveau Chara design, plus mature, plus badass et surtout prêt à casser des bouches. Il ressemble encore plus à Calgara. D'autres persos comme Montblanc Cricket, Foxy ou encore le légendaire Don Krieg et son équipage feront leur apparition à l'occasion du discours de Vegapunk. Cricket, qui s'était fait voler son seul trésor, son or, qu'on avait vu à une reprise dans les couvertures, cherché avec son groupe de plongée Nakrowa, l'île des illusions, qu'on pourra revoir à nouveau réécouter le discours du vieux scientifique aux côtés de son groupe. De l'autre côté, on apprend que Foxy, avec sa volonté à toujours jouer avec son Davy Backfight, a fini par perdre son équipage comme il avait perdu face à Afro Luffy, puisqu'on le voit sur un bateau bien plus petit, et surtout, avec tous ses membres en moins. Effectivement, il a très mal tourné. Pour conclure cette partie, par je ne sais quel hasard, l'équipage qui s'était fait gifler par Mihawk sur Grand Line et qui avait mendié le Baratie a réussi à se hisser jusqu'au bout du monde, puisque sous des cheveux longs, on pourra voir présent sur la ruche en train de faire le bordel, Krieg, Beer,
Pearl et Jin. Il se relate facilement aux paroles de Jin qui promettait à Sanji qu'ils se recroiseront à nouveau sur Grand Lines. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'on aura véritablement une nouvelle rencontre entre ces deux différents membres pendant la bataille finale. Les deux groupes sont si proches actuellement. Pour finir, le dernier de cette vidéo se nomme Charlotte Katakuri, le personnage préféré de ton personnage préféré. Car cet homme nous a tous marqués par son charisme, ses donuts et surtout son combat dantesque face à Luffy durant Whole Cake. Alors, après ne pas l'avoir vu sur Onigashima, je pense qu'on se demandait tous mais qu'est-ce que fout Katakuri? Eh bien c'est plutôt simple, lui et Cracker devaient rester sur le territoire de Toto Island pour protéger les terres de Big Mom. Chose qui a très mal tourné, puisque de par les mini-aventures du Germa 66, on a appris que Juge a fini par faire alliance avec César et créer les Néomads, ce qui a forcé Katakuri à combattre le Germa et César aux côtés de Oven. Bien que César ait réussi à fuir grâce au gaz hallucinogène, dans le même temps, autre dinguerie, le jeune Cracker était lui face à Aokiji et Vanogure qui avaient eux aussi débarqué sur l'île pour profiter de l'absence de Big Mom, mais eux étaient là pour kidnapper Pudding et foutre le bordel aussi. Alors après cette bataille, les dégâts sont nombreux, mais on peut voir durant le discours du vieux fou Vegapunk que Katakuri regarde les bras croiser la transmission, alors que sa sœur est en captivité, et qu'en plus de tout ça, il est actuellement le seul pouvant agir, étant donné que le groupe venu sur Onigashima est toujours sans nouvelles, depuis que Marco les a renvoyés bouler dans les tréfonds des abords de Wano. Alors que va faire le grand chef de Toto Island? J'ai du mal à l'imaginer, mais en tout cas, ce que j'ai hâte c'est découvrir à vos côtés ce que Oda va faire advenir de ce personnage, et même de tous ceux cités aujourd'hui. Enir, Katakuri, César, Magellan, ça c'est l'antagoniste bien badass que je veux revoir. Et bien sûr, toujours revoir ces petits persos secondaires, ça fait plaisir. Et je voulais quand même vous faire part du manque de reconnaissance que ces personnages font part par les dirigeants de l'anime, puisque malgré leur importance plus ou moins importante dans les intrigues des différents arcs de l'œuvre, la Toei n'a même pas montré un bout de la magnifique aventure d'Enir, ou encore du sort du Germa 66 après Whole Cake. Elle a seulement animé le moment avec Aokiji et Cracker. C'est grave dommage. Alors on espère qu'on pourra voir plus de ces aventures qui sont exclusives au manga et que tous les fans devraient connaître pour leur simple curiosité, mais aussi pour comprendre mieux l'univers. En tout cas, nous c'était un plaisir de vous raconter tout ça. Dites-nous les prochains concepts qu'on pourrait faire ensuite en commentaire. Nous on vous dit à la prochaine, ciao.